Malgré la conjoncture dégradée, le pouvoir d'achat en berne ou encore le durcissement de la fiscalité, le marché immobilier ne s'effondre pas, du moins pas dans l'immédiat, mais le dégonflement de ce qui apparaît comme une bulle, avec des prix élevés déconnectés de l'évolution des revenus et un gonflement du crédit, paraît inéluctable. C'est en tout cas l'analyse de mon invité qui s'en explique dans le livre Immobilier, comment la bulle va se dégonfler, publié aux éditions Erol. Bonjour Jean-Luc Buchalet. Bonjour. Alors vous avez écrit ce livre avec Christophe Pratt, qui est cofondateur de Pythagore Investissement, Pythagore Consult, dont vous êtes le PDG. Alors déjà, premier élément, quelle est votre analyse de cette bulle? Comment expliquer sa formation ces dernières années? Alors pour comprendre, sur très longue période, les prix de l'immobilier sont parfaitement corrélés à l'évolution des revenus des ménages. Et donc jusqu'à de 1960, en gros jusqu'à 2000, vous avez une corrélation, une espèce de couloir où on a une évolution complètement parallèle. Et à partir de la fin des années 90, le point bas qui avait été atteint en 97, et je rappelle que les prix de l'immobilier peuvent baisser, si on prend l'exemple de Paris Intramuros, on a une baisse réelle, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation, supérieure à 45%. Donc les prix de l'immobilier ont déjà baissé 90. dans les années 90. Et donc à partir du point bas de 97, vous avez une espèce d'envolée lyrique avec les prix de l'immobilier qui progressent de plus de 87% par rapport aux revenus des ménages. Donc on essaye de comprendre cette anomalie. Et donc on a essayé de chiffrer pour voir quels sont les éléments qui ont permis la constitution de cette bulle et est-ce qu'on peut l'expliquer. Et dans ces cas-là, on pourra expliquer bien entendu la baisse si on connaît les facteurs qui ont favorisé cette évolution. Alors justement, quels sont ces éléments? Alors le premier, le plus important, ce sont les taux d'intérêt, c'est la financiarisation de l'économie, c'est le fait que vous avez une hyperliquidité qui s'est déversée sur l'ensemble des marchés, sur les marchés obligataires, qui ont favorisé donc la baisse des taux et qui ont atteint un point bas historique au mois de mai de l'année dernière, en 2013, avec des taux à 1,70. Donc vous voyez bien que cet élément, sur les 161% de hausse de 97 à aujourd'hui, la baisse des taux, à peu près, a permis 45% de ces 161%. Deuxième phénomène qu'il y a eu dans cette financiarisation, le fait que les prêts immobiliers sont un produit d'appel pour les banques, c'est une façon d'attirer les clients dans leur réseau. Mais ce n'est pas là où finalement... Donc vous avez eu donc une baisse de la marge des banques, avec la marge d'intermédiation, donc de façon colossale, puisqu'on est passé quand même de 4 à 50 points de base. Les choses ont remonté un peu légèrement ces derniers temps. Et vous avez eu l'allongement de la durée des crédits. Et donc l'allongement de la durée des crédits a contribué à peu près aussi pour 45% à cette hausse de 161% des prix de l'immobilier. Et le solde, c'est-à-dire vous avez 35% qui correspond à l'évolution du revenu disponible, la fiscalité, et à peu près 30% de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, qui correspondent finalement à la spéculation, et cette spéculation qui a été accentuée dans la dernière partie par les seconds accédants, qui avaient les moyens de pouvoir revendre un bien pour pouvoir acheter. On voit qu'il y a aussi une corrélation très forte entre le taux de propriété. Donc si on prend l'exemple de l'Espagne, où la bulle a éclaté, on était avec des taux de propriété de l'ordre de 87%, et à l'opposé, vous avez l'Allemagne, vous avez des taux de propriété plus proches de 50%, où là, vous n'avez pas eu de constitution de bulle. Les seconds accédants, ce sont ceux qui permettent d'alimenter cette bulle. Alors, quand est-ce que la bulle va se dégonfler? On comprend bien les éléments qui font que l'on peut parler, à votre sens, que c'est une bulle à votre sens. Quand est-ce que cette bulle va se dégonfler et quelle est l'ampleur de la baisse que vous anticipez d'ici 5 ou 10 ans? Alors, on a fait des calculs, notamment le retour sur le revenu disponible, en prenant en compte aussi l'évolution de l'inflation ou des calculs de primes de risque. On devrait avoir une baisse au cours des 10 prochaines années de l'ordre de 35%. 35%. Avec donc, sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France, avec un parcours un peu différent de ce qu'on a pu avoir dans les différentes bulles spéculatives, notamment comme en Espagne ou aux États-Unis. C'est que les banques ont fait à peu près correctement leur boulot. Et donc, quand elles ont prêté, elles ont vérifié que les ménages étaient solvables. Donc, on n'a pas d'hypothèse de remontée des taux d'intérêt brutale. Donc on a déjà une petite baisse, elle s'est étalée, le point haut a été atteint à l'été 2011 et on est en baisse à peu près de l'ordre de 2% selon les régions. Paris Intramuros, on est un petit peu en dessous de 2%. On s'aperçoit que dans les biens les plus chers, les baisses ont commencé donc, au cours du premier trimestre avec des baisses de l'ordre de 5%. Et selon les régions, on a des fractures qui sont plus ou moins marquées. Et donc on devrait avoir au cours de cette première année une baisse de l'ordre de 5%, donc relativement faible. Et puis les choses devraient s'accélérer, notamment avec la modification de la politique monétaire de la Banque centrale aux États-Unis, qui devrait progressivement, très progressivement,
au cours de la mi-2015, remonter ses taux directeurs. Et on avait eu un avant-goût de ce phénomène lorsque le gouverneur de la Banque centrale, Bert Bernanke, au printemps de l'année 2013, avait annoncé le retrait de l'hyperliquidité du quantitative easing. Vous êtes donc sur un scénario de baisse lente plutôt que d'atterrissage brutal. Voilà, donc je rappelle, 5%, probablement autour de 10% en 2015, par effet de mimétisme, c'est-à-dire quand les volumes ont énormément baissé. Et donc, par effet de mimétisme, quand les gens vont voir que les prix commencent à baisser, vous devrez avoir une petite accélération à partir de 2015, et puis après, un étiolement. On n'a jamais vu des prix de l'immobilier monter lorsque vous étiez dans un scénario de déflation. Le fait que les taux d'intérêt soient à 2%, c'est quand même pas un très bon signal pour l'économie. Ça veut dire qu'il y a des risques de déflation. Dans un système où les ménages sont très endettés, proportionnellement moins en France que dans d'autres pays, mais où l'État lui-même est très endetté, on n'a jamais vu les actifs immobiliers. L'immobilier est plutôt à vous protéger contre des scénarios d'hyperinflation, comme on avait pu le connaître au cours des années 70. Est-ce que selon vous, Jean-Luc Buchelet, la pierre est en train de perdre sa valeur refuge? On voit que ces 10 dernières années, l'évolution des prix de l'immobilier ont finalement été assez déconnectée, décorrélée de la conjoncture. Voilà, alors l'aspect valeur refuge est très important dans la tête des Français, sachant que les prix, je vous dis, depuis 1997 n'ont cessé de monter, donc puisque ça a monté depuis 15 ans, dans la tête des gens, ça devrait continuer à monter. Je rappellerai qu'en 1929, au moment de la crise, on a eu un phénomène à peu près identique à l'été 2012, où pas mal de gens se posaient la question sur la pertinence et la continuation de la zone euro dans sa totale intégrité. Et donc, beaucoup de gens ont sorti de l'assurance vie pour aller se mettre, comme ça s'est passé en 1929. Et en 1929, vous avez une hausse jusqu'en 1935 des prix de l'immobilier qui jouait le rôle de valeur refuge. Et derrière, vous avez une baisse massive, puisqu'on n'a jamais vu, je vous le répète, dans des scénarios de déflation, des hausses de l'immobilier. Alors, je voudrais que l'on parle un petit peu du cas de Paris. En 2012, les prix ont rebondi alors qu'ils baissaient partout ailleurs. Alors, pourquoi y a-t-il une exception parisienne? Alors, Paris, bien entendu, dans son côté, je le rappelle là encore, de 90 à 97, on pense qu'il y a toujours une exception, c'est que Paris, ville lumière, le fait qu'il y a beaucoup d'étrangers, etc., ça ne peut pas baisser. Je rappellerai quand même, donc de 90 à 97, les prix de l'immobilier ont baissé, donc je vous dis, baissé en enlevant l'inflation de 45%. Donc les prix de l'immobilier peuvent baisser à Paris. Alors, bien entendu, dans un premier temps, ce sont les zones les moins favorables, les zones où la macroéconomie, où le taux de chômage est beaucoup plus élevé, où le revenu des ménages est beaucoup plus faible, qui ont été les premiers atteints. Et on voit qu'il y a des endroits en France où, si vous voulez vendre votre bien, c'est quasiment maintenant impossible. Et donc, par effet de propagation, on est en train de voir les choses un petit peu évoluer. Alors sur Paris intramuros, vous avez donc, je vous ai dit, les baisses d'abord dans l'ouest de Paris, de l'ordre de 5%, et avec pas mal de gens qui n'avaient plus les moyens d'acheter dans les autres arrondissements relativement chers, ont été vers le nord-est, qui ont entretenu. Et dans les phases terminales, vous avez une déformation de l'indice, puisque ceux qui arrivent à acheter un bien, ce sont ceux qui sont les plus solvables, et les biens les moins solvables sont sortis du marché, ce qui est que vous avez une déformation. Donc on a l'impression que les prix de l'immobilier ne baissent pas, mais vous voyez bien qu'à l'intérieur même du marché, vous avez des différences très importantes. Est-ce que l'amélioration de la qualité des biens à Paris, avec notamment les propriétaires qui ont fait des travaux, pourrait à l'avenir favoriser une hausse des prix et une stabilisation, au moins préservée d'un atterrissage brutal? Alors, on a regardé ça. Là encore, vous avez quasiment aucune corrélation entre l'amélioration des biens, le fait qu'on ait restructuré un appartement. Grosso modo, je vous dis les facteurs. Alors, le dernier facteur qu'on n'a pas mentionné, qui est quand même l'un des plus importants, qui est la démographie. La démographie. Et donc, on a fait un calcul entre, en gros, vous êtes acheteur net d'un bien immobilier de 20 ans jusqu'à 59 ans. Et au-delà, vous commencez à être vendeur net. Et donc, on sait exactement la pyramide des âges en France. Et on passe brutalement. Jusqu'à 2005, vous aviez à peu près 100 000 acheteurs nets, potentiellement par rapport aux vendeurs nets. Et on passe aujourd'hui à peu près autour de 250 000 au cours des 25 prochaines années de vendeurs nets. Donc même la démographie va vraiment dans le sens contraire de ce qu'on a pu constater au cours des années précédentes. Et ce, malgré l'allongement de l'espérance de vie. Alors justement, l'allongement même de l'espérance de vie, je vous dis, c'est que vous savez exactement le profil de l'acheteur et du vendeur. Et donc à partir de 60 ans, donc vous avez toute cette cohorte, ce qu'on appelle le papy boom, de gens qui arrivent et qui ont tendance, quand ils prennent leur retraite, à vendre leur appartement pour aller peut-être en province ou acheter moins grand, etc. Donc ce phénomène démographique est rarement pris en compte par les gens qui font une analyse très court terme.
Jean-Luc Buchalet, je vous remercie d'être venu sur Xerfi Canal. Je rappelle la parution de votre livre Immobilier, comment la bulle va se dégonfler aux éditions Erol. Merci encore. Merci.